L'armée américaine a développé et mis en usage certaines des armes les plus avancées de la planète. Mais qu'en est-il des armes qui ne font pas le poids? Étaient-elles si destructrices et maléfiques que même les États-Unis ne les ont pas utilisées? Militaires n'oseraient les utiliser contre leurs pires ennemis. Voici quelques-unes des armes les plus folles que même les États-Unis n'osent pas approcher. Dans les années 90, l'armée américaine cherchait à remplacer le M16, la longue série de fusils le plus célèbre associée à la guerre du Vietnam. Des variantes modernes du M16 et d'autres designs similaires sont devenus courants dans les décennies suivantes. Mais à l'approche du tournant du millénaire, l'armée cherchait à mettre définitivement à la retraite le M16, grâce à ce que l'on appelait le programme d'armes de combat individuel objectif. L'un des prototypes produits par le programme Objective Individual Combat Weapon a été développé par le célèbre fabricant d'armes allemand Heckler et Koch. Le HK-XM29 Objective Individual Combat Weapon. Souvent raccourci en SM-29, était un fusil d'assaut combiné qui ressemblait à quelque chose tout droit sorti de la franchise Halo, et a probablement servi d'inspiration pour le fusil d'assaut Halo. Il a été conçu pour être utilisé dans différentes configurations, et équipé d'une gamme d'accessoires, y compris des viseurs montés sur le dessus, qui comporteraient un système de visée, assisté par ordinateur, offrant des capacités de vision thermique et de vision nocturne, avec un télémètre laser intégré, ainsi qu'une lunette de visée, avec un zoom 6 fois. L'autre grand argument de vente du XM29 était qu'il était également conçu pour être combiné avec un lance-grenade intelligent semi-automatique. Ce composant lance-grenade était capable de tirer des projectiles explosifs à airburst de 20 mm. Un airburst est un obus qui explose en l'air après avoir été tiré, projetant des shrapnels sur une cible. Ces munitions pouvaient être préprogrammées pour parcourir des distances sélectionnées avant la détonation, ce qui signifiait, également, qu'elles pouvaient en théorie être tirées autour des coins. Le XM29, avec sa trajectoire plus plate que la plupart des lance-grenades, a rencontré plusieurs problèmes. Le XM29 utilisait des obus plus petits que la plupart des autres lanceurs, ce qui a conduit certains à le qualifier de canon léger de 20 mm ou d'arme à explosion aérienne, plutôt que de lance-grenade. Mais la classification n'était guère le seul problème posé par le XM29. Les essais de l'arme ont débuté en 1995, mais la production additionnelle serait finalement annulée en 2004. L'armée a déclaré que le fusil était trop lourd et encombrant, réduisant l'efficacité du tir de munitions à explosion aérienne. Son annulation a conduit à la séparation du programme d'armes de combat individuel objectif en 3 étapes différentes et plus petites. La première étape était de développer des armes à énergie cinétique légère. La deuxième étape se focaliserait sur un autre essai de lance-grenade à explosion aérienne. Et la troisième étape verrait alors une nouvelle tentative de réintégration des deux composants. Des armes comme le XM8 de Heckler et Koch ont été développées pour répondre aux exigences de la première étape, et une autre arme à laquelle nous reviendrons dans un instant a commencé son développement afin de remplir la deuxième étape. Ce n'est qu'une fois les deux terminées qu'elles seront combinées en troisième étape. Le HK XM29 Objective Individual Combat Weapon est loin d'être la seule tentative de créer une arme qui peut être utilisée dans diverses configurations différentes. Dans les années 60, le Stoner 63 visait à répondre aux besoins polyvalents des soldats sur le champ de bataille. Cette arme modulaire a été conçue par Eugene Stoner, le plus célèbre associé au développement de l'armalite AR-15. Le Stoner 63 était destiné à utiliser une variété de composants modulaires pour être configuré soit comme un fusil d'assaut, une carabine plus compacte, une mitrailleuse légère alimentée par le haut, une arme automatique de peloton alimentée par une ceinture, ou même montée sur des véhicules. Le Stoner 63 a été produit pour la première fois en petite quantité en 1963 et a fait une impression positive lorsque plus tard, la même année, ils ont été remis pour évaluation au centre de développement de la force d'atterrissage du corps des Marines à Quantico. De nombreux Marines américains ont manipulé cette arme et ont été notés comme préférant les configurations de fusils et de mitrailleuses légères de l'arme, et ont été impressionnés par la légèreté du Stoner, ainsi que par sa grande capacité de munitions. Cependant, des problèmes liés aux exigences en matière d'armes et de munitions empêcheront l'adoption généralisée. Eugene Stoner avait poussé pour que l'arme utilise des cartouches de 5,56 mm, un petit calibre mais une cartouche à haute vélocité, qui à l'époque était une nouvelle forme de munition. Stoner croyait que ce type de munition gagnerait bientôt l'approbation militaire grand public, et avait l'intention que cette nouvelle arme modulaire soit chambrée pour ses cartouches. Cependant, en développant une arme fonctionnelle dans différentes configurations, les exigences de pression de port variaient selon chaque configuration. Cela signifiait que certains types de munitions comme le 5.56 avaient très peu de puissance par rapport à des armes plus fiables comme le M16.
Lorsque l'impact de ce problème sur la fiabilité de l'arme est devenu apparent, l'armée américaine a jugé inacceptable l'utilisation du Stoner 63 sans amélioration de sa conception. Les améliorations recommandées ont été apportées, et la production du Stoner 63 à améliorer a commencé en 1966. Quelques 63 ont été rapidement déployés chez les Navy Seals durant la guerre du Vietnam. Cependant, étant donné que le Stoner 63A était toujours conçu pour être transformé en différentes configurations, cela l'a rendu trop lourd. Certaines configurations, comme celle de la mitrailleuse, étaient nettement plus lourdes que les M16 et... Le Stoner était plus complexe à utiliser et demandait davantage d'entretien. Bien que le design ait été rejeté et que le projet ait finalement été abandonné en 1971, les Marines mer, air et terre ont continué à utiliser la version commando du Stoner 63A comme leur mitrailleuse Mark 32 Mode 0, jusqu'à ce qu'elle soit progressivement remplacée par la M, 249 Squad Automatic Weapon. La plupart des Stoner 63 et 63A restants ont depuis été détruits. Revenons à une arme plus récente. Vous souvenez-vous du moment où nous avons mentionné l'incrément 2 du programme d'armes de combat individuel objectif ? Eh bien, voici la réponse aux besoins de l'armée américaine pour un lance-grenade à explosion aérienne, le système d'engagement de cible en contre-défilade XM-25, dérivé de la technologie utilisée pour développer le XM-29, Objective Individual Combat Weapon, mentionné précédemment. Le XM-25 est conçu pour tirer des grenades à explosion aérienne de 25 mm qui sont programmées pour exploser en plein air ou à proximité d'une cible. Il utilise à nouveau un télémètre laser pour déterminer la distance entre son utilisateur et la cible, et l'utilisateur peut ensuite ajuster manuellement à quelle distance la grenade tirée explosera. Le XM-25 transmet ensuite les données de distance à la grenade à l'intérieur de la chambre de tir, et une fois qu'elle a été tirée, il suit la distance qu'elle a parcourue en fonction du nombre de rotations en spirale qu'elle a d'abord effectuées. Cela rend le XM-25 beaucoup plus efficace que les autres lance-grenades pour toucher des cibles qui se mettent à couvert, en particulier ceux qui sont derrière des murs, ou à l'intérieur de bâtiments creusés dans des tranchées ou des bunkers, ou n'importe où ailleurs que le feu des petites armes traditionnelles ne peut pas atteindre. Il a également une portée maximale de 700 mètres, ce qui est exactement le double de la portée maximale du lance-grenade M203. En 2010, pendant la guerre en Afghanistan, le XM-25 a été donné au personnel militaire des États-Unis afin qu'il teste l'arme sur le terrain. 5 des lance-grenades ont été distribués aux soldats de la 101e division aéroportée, qui ont rapidement découvert à quel point le XM-25 était efficace pour neutraliser les combattants ennemis, en particulier ceux qui utilisèrent des couvertures pour ouvrir le feu sur les troupes américaines. Avant longtemps, ceux qui avaient utilisé le XM-25 ou l'avaient vu en action ont commencé à le surnommer le Punisher. Au cours de 9 engagements différents, le XM-25 a été tiré 55 fois par 2 unités à différents endroits. Il a été utilisé pour perturber 2 attaques insurgées et a détruit 2 positions ennemies fortifiées, avec des mitrailleuses Pulemyot, Kalachnikova, modernisées Rovanij, ainsi que 4 sites d'embuscade. Selon les rapports, lors d'un engagement, un mitrailleur ennemi avait tellement peur du XM-25 qu'il a abandonné son propre arme et a pris la fuite. Aucune des unités en possession du XM-25 n'a subi de pertes lors de leurs engagements, et le chef de peloton a même commenté que là où certains engagements duraient, normalement, entre 15 et 20 minutes, grâce au XM-25, ils ont été clôturés en quelques courtes minutes. Certains soldats étaient tellement satisfaits du XM-25 qu'ils l'utilisaient comme leur arme principale, au lieu de porter une carabine M4 de dotation standard. Alors, s'ils étaient si efficaces, et même capables de fonctionner parfaitement sur le terrain sans problème de maintenance, pourquoi ce lance-grenade n'a-t-il pas été largement adopté? Eh bien, tout le monde n'était pas si épris du XM-25. En mars 2013, des membres du régiment des Rangers 75e ont refusé d'emporter un XM-25 lors d'un raid en raison du poids de l'arme de 14 livres, la rendant trop lourde et encombrante pour leur mission. Ils jugeaient aussi que son faible stock de munitions ne justifiait pas de retirer les carabines M4A1 des soldats au profit du lance-grenade. Le plus grand reproche fait au XM-25 était ce point. Bien qu'il puisse être utilisé par les unités d'infanterie pour engager des combattants ennemis à couvert, les soldats doivent échanger leurs fusils habituels pour utiliser le XM-25 comme leur arme principale. Cela peut sembler être une amélioration, mais cela interfère avec de nombreux exercices de combat d'escouade et réduit la capacité d'un soldat à engager des cibles à courte portée. Ceux qui le critiquent ont également signalé que le XM-25 est beaucoup trop lourd pour qu'un soldat individuel puisse le porter en tout temps. Le soldat américain moyen est généralement équipé d'une carabine M4,
l'arme d'infanterie principale des forces armées américaines, avec des accessoires et des munitions. Ils doivent porter environ 16 livres au total. Même en ajoutant un équipement spécialisé comme un lance-grenade M320 et des munitions supplémentaires, cela n'augmente le total qu'à un lourd 38 livres. Mais porter un XM25 avec 36 munitions est déjà un poids de 35 livres à porter, juste l'arme et les munitions seules. Cependant, la véritable fin de la route pour le XM25 a été un incident qui a eu lieu en février 2013. Lors d'un exercice de tir réel, l'un des XM25 a accidentellement explosé et a laissé un soldat avec des blessures superficielles. Il s'est avéré que l'amorce et le propulseur de l'arme s'étaient enflammés prématurément. Bien que la munition explosive à l'intérieur de l'arme n'ait pas détonné, grâce au mécanisme de sécurité, le fait de tirer par erreur et de blesser un soldat américain n'était pas une bonne image, ce qui a conduit l'armée à retirer le XM25 du service actif en Afghanistan jusqu'à ce que des améliorations puissent être apportées à la conception. Suite à une réduction du financement, tout développement ultérieur du XM25 a été retardé et il a été découvert que les premiers tests sur le terrain apparemment positifs de l'arme en Afghanistan avaient en réalité produit des résultats plus mitigés qu'on ne le pensait initialement. Entre 2010 et 2013, au moins 3 soldats américains ont été légèrement blessés à la suite de dysfonctionnement de l'arme. Cependant, certains ont suggéré que ces opérateurs avaient reçu une formation insuffisante pour manipuler le nouveau lance-grenade, ce qui aurait pu entraîner leur blessure. Malgré que le XM25 soit encore en phase de test, son développement a été stoppé pour des raisons de sécurité. Nous avons parlé de gros canons. Qu'en est-il des armes plus petites? Non, nous parlons de quelque chose de bien plus petit. Le port d'armes dissimulées peut être illégal dans certains États des États-Unis, mais au début des années 80, un concepteur d'armes nommé Francis J. Warren a eu l'idée d'une arme qui n'était pas seulement dissimulable mais aussi repliable. Warren travaillait pour Ares Inc., le fabricant d'armes et l'entreprise d'ingénierie d'armes à feu, fondée par notre vieux copain Eugene Stoner en 1971. Soi-disant préoccupé par le risque d'enlèvement auquel sont confrontées les personnalités publiques, Warren a conçu l'Ares Folding Machine Gun, ou la mitraillette pliable. Cette arme unique était censée se plier en forme de boîte, qui pouvait être dépliée et prête à tirer en quelques secondes, permettant un déploiement rapide. Une fois pliée, l'Ares Folding Machine Gun ne mesurait que juste un peu plus de 10 pouces de long, à peu près la même taille qu'une ancienne radio portable. Cela a été fait pour permettre à l'arme de mimer délibérément l'apparence de certains anciens modèles de radio disponibles commercialement, probablement pour que les observateurs ne sachent pas que quelqu'un portait une de ces armes pliables jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'Ares Folding Machine Gun aurait été juste en dessous de 20 pouces de long, une fois déplié. Il n'aurait pesé que 4 livres, et aurait été capable de tirer à une vitesse de 650 tours par minute. Bien qu'il ait été initialement conçu pour utiliser un chargeur allemand, MP40 de la Seconde Guerre mondiale, avant d'être mis à jour pour s'adapter à un chargeur Uzi de 20 cartouches, un chargeur de 32 cartouches pouvait également être chargé dans le Folding Machine Gun, mais cela aurait empêché son pliage. Malheureusement pour Warren, son design d'arme n'est jamais entré en pleine production. Cependant, il a inspiré une copie russe appelée le PP90. Arrêtez de rire dans le fond, s'il vous plaît. Cette version tirait des balles de 9 mm et a été développée par le Bureau de conception d'instruments, pour des unités spéciales au sein du ministère russe de l'Intérieur. Le PP90 était quasi identique à l'Ares Folding Machine Gun à l'exception du calibre, du type de chargeur et de l'ajout de viseurs métalliques repliables. D'une arme conçue pour être aussi compacte que possible, à quelque chose de bien plus grand et qui frappe beaucoup plus fort, rencontrez le Pancor Jackhammer, judicieusement nommé. De manière similaire à l'XM29 Objective Individual Combat Weapon, cette arme ne détonnerait pas dans l'arsenal d'un personnage comme Master Chief, et en fait, elle a fait de nombreuses apparitions dans des jeux vidéo, y compris dans Fallout 2, Fallout Tactics, Battlefield 2 et Battlefield 3, ainsi que Counter-Strike Online, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais malgré une utilisation importante dans le domaine des jeux, en grande partie grâce à son design futuriste distinctif, l'utilisation du jackhammer dans le monde réel a été considérablement plus limitée. Conçu en 1984 et breveté 3 ans plus tard, l'esprit derrière le jackhammer était un armurier nommé John A. Anderson, fondateur de Pancor Industries. Suite à son expérience directe de l'utilisation de fusils à pompe pendant la guerre de Corée, Anderson pensait qu'il y avait besoin d'un type de fusil de combat plus efficace.
L'un des plus grands inconvénients de nombreux fusils à pompe est que les cartouches doivent être chargées une à une dans le tube de l'arme. Et bien qu'il existe des versions modernes qui peuvent être équipées de chargeurs, le processus de chargement de chaque cartouche individuellement peut être maladroit et prendre beaucoup de temps, ce qui n'est pas souhaitable lorsque des soldats ennemis vous menacent. Afin de créer ce qu'il pensait être un fusil qui n'avait pas ce problème, Anderson a combiné la létalité puissante des cartouches de calibre 12 avec le tir répétitif d'une arme automatique. Il existe bien des fusils automatiques, mais ce qui rendait le Pancor Jackhammer unique, ainsi qu'un peu non conventionnel, c'est qu'il est essentiellement devenu un énorme revolver à gaz, qui pouvait être tiré soit en semi-automatique, soit entièrement automatique, en changeant de mode de tir à l'aide d'un sélecteur. Le Jackhammer comportait un cylindre rotatif et détachable à l'arrière du corps de l'arme, qui contenait 10 cartouches de calibre 12. Ajoutant à l'esthétique globale de science-fiction du Jackhammer, son canon avait un capuchon de museau distinctement incliné, et une poignée de pistolets inclinés se trouvait sur la face inférieure. Au total, il pesait un énorme 17 livres, et mesurait exactement 31 pouces. Anderson a créé un certain nombre de maquettes du Jackhammer, puis a ensuite développé un prototype fonctionnel pour servir de preuve de concept. Il a construit 2 prototypes supplémentaires, capables de tirer en mode automatique complet, et les a soumis à l'armée des États-Unis pour des tests destructifs complets. Il a été rapporté que plusieurs gouvernements étrangers, non seulement avaient exprimé leur intérêt pour l'acquisition du design du Jackhammer, mais il y avait même des pays qui avaient précommandé un certain nombre de ces fusils à pompe automatique une fois qu'ils étaient prêts pour la livraison. Cependant, Pancor Industries ne pouvait pas vendre le Jackhammer à l'étranger avant que le département de la défense des États-Unis n'ait rigoureusement testé et approuvé sa conception. Cependant, cette approbation n'est jamais venue. Les tests pour le Jackhammer ont mené à la destruction de 2 des 3 exemplaires construits. L'arme elle-même était trop grande et encombrante, ce qui la rendait trop lourde et inconfortable à tirer. Le Jackhammer échouait également fréquemment le cycle en mode automatique, et il a finalement été rejeté. De plus, le temps qu'il a fallu aux militaires américaines pour évaluer ce fusil de chasse encombrant a également empêché sa vente, contribuant à la disparition de l'arme. Pancor Industries a lui-même déposé le bilan, et tous ses actifs d'entreprise, y compris les prototypes du Jackhammer, et ses plans initiaux, ont été vendus. Fait intéressant. Malgré le tir de douille de fusil de chasse de calibre 12, le Pancor Jackhammer avait un taux de tir si élevé, listé à un impressionnant 240 tours par minute, qu'il était classé comme une mitrailleuse sous la loi américaine sur les armes à feu nationales de 1934. Mais en parlant d'armes terrifiantes avec un niveau effrayant de capacité de tir répétitif, cela nous amène à la prochaine entrée sur la liste. Le General Dynamics XM307 Advanced Cruise Served Weapon, un lance-grenade entièrement automatique. Se tenir au mauvais bout de ça signifierait finir éparpillé en plusieurs morceaux. Mieux vaut rester à l'écart. Léger, et conçu pour être porté et utilisé par une équipe de 2 hommes, ou monté sur un véhicule. Le XM307 a une portée effective de plus de 2 milliards, et il tire des grenades de 25 mm. Comme le XM29 et le XM25, les obus explosifs à éclatement aérien, tirés par cette arme franchement terrifiante, peuvent être préprogrammés pour exploser au-dessus d'une cible. Ainsi, le XM307 peut supprimer les cibles ennemies, détruire les véhicules légèrement blindés, les petits bateaux et les hélicoptères, et bien sûr réduire quiconque assez malchanceux pour être à portée de tir en une fine patte rouge. Et pourtant, le projet qu'il a développé a été annulé en 2007. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Voici ce que nous savons. Le XM307 a été créé dans le cadre du projet d'armes servies par l'équipage, qui était une petite facette du programme du plan maître des petites armes. Cela c'était un effort du commandement des armements et de l'automobile des chars américaines à essayer de créer une arme pour remplacer la mitrailleuse lourde Browning M2 de calibre .50. Ces armes sont anciennes. Le calibre .50 Browning, ou une de ses variantes, est en usage actif depuis aussitôt que 1933. Il a été conçu à la fin de la Première Guerre mondiale, et il a été déployé dans un certain nombre de conflits majeurs depuis, y compris la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre des Malouines, la guerre soviéto-afghane, la guerre du Golfe, la guerre en Irak et la guerre en Afghanistan. En fait, non seulement le Browning M2 est la mitrailleuse lourde principale utilisée par tous les pays membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, mais les forces armées des États-Unis s'appuient sur elle plus longtemps que sur toute autre arme à feu. Eh bien, à part une autre,
le célèbre pistolet M 1911. Celui-ci et le M2 ont été conçus par John Browning. Au début des années 2000, le Browning M2 était déjà en service depuis plusieurs décennies, donc le projet d'armes servies par l'équipage objectif cherchait à remplacer non seulement cela, mais aussi à échanger simultanément le lance-grenade Seiko Mark X9 40 mm par une arme qui pourrait faire le travail des deux. Le résultat, le XM307. Il était prévu pour être rapidement converti d'un lance-grenades automatique alimenté par ceinture à une mitrailleuse lourde de calibre 50 en quelques minutes. Cela permettrait à l'équipage opérant l'arme depuis une position fortifiée, un vélo tout-terrain, un bateau ou un navire de guerre, d'évaluer le champ de bataille et d'adapter leur XM307 selon leurs besoins immédiats. L'arme elle-même semblait prometteuse, pesant environ 80 livres et mesurant environ 52 pouces au total. Elle pouvait tirer des grenades à haute explosion qui détonneraient pendant l'impact ou après un temps défini, ainsi que des obus anti-chars à haute explosion. Tirant maintenant à un rythme de presque 250 obus explosifs par minute, vous pourriez vous demander à juste titre comment le XM307 est resté immobile assez longtemps pour ne pas s'envoler. Cela était dû à son principal atout, un système de recul accordé permettant à l'arme de contrôler et gérer son propre recul. Le XM307 pouvait être déployé efficacement sans avoir besoin d'un grand trépied ou de sacs de sable lourds pour le maintenir stable, ce qui lui permettait d'être monté de diverses manières, y compris sur des véhicules. Comme d'autres armes à grenades à explosion aérienne, le XM307 pouvait également annuler toute couverture que les combattants ennemis utilisaient pour se protéger. En tirant par exemple sur une ouverture dans un mur, ou par-dessus, la capacité d'explosion aérienne pouvait être programmée pour détonner après avoir traversé une ouverture ou passé par-dessus un mur. Cela tuerait naturellement la cible tout en réduisant la quantité de dommages collatéraux causés à la structure environnante, plutôt que de simplement faire des trous dans les murs et de mettre en danger l'intégrité structurelle d'un bâtiment. Si ce projet était une telle réussite, pourquoi a-t-il été annulé ? Parallèlement au développement du XM307, une version télécommandée de la même arme était également en cours de conception. Cette variante avait l'avantage supplémentaire de pouvoir être tirée depuis l'abri sûr d'un véhicule blindé ou d'une structure défendue. Cette version du XM307 était destinée à être montée sur une nouvelle gamme de véhicules blindés que l'armée américaine développait à l'époque dans le cadre d'un programme appelé le Future Combat System. À l'intérieur d'une station de tir de véhicules, l'opérateur du XM307 pouvait utiliser des caméras et des télémètres connectés à l'arme pour identifier et engager des cibles sans avoir besoin de se mettre en danger en visant manuellement le lance-grenade mitraillette hybride. Cependant, lorsque les prototypes de la variante télécommandée se sont avérés avoir un faible taux de tir, le développement du XM307 a été annulé en 2007, suivi peu de temps après par l'annulation du programme Future Combat System en 2009. Mais il y aurait une partie du développement du XM307 qui serait reprise dans un autre projet, les grenades de 25 par 59 mm, qui servirent de munitions. Il se trouve qu'une autre arme expérimentale cherchait également à combiner un autre type d'arme à feu de calibre .50 avec un lance-grenade, rencontrer le Barrett XM. Un 09, initialement connu sous le nom de Objective Sniper Weapon, et plus tard appelé le Anti-Material Payload Rifle. Ce prototype appartenait à la célèbre gamme de fusils de sniper antimatériel Barrett M82 M107. Ce sont des armes conçues pour être utilisées contre les structures et le matériel militaire, ou des cibles matérielles. Vous avez sûrement réalisé des tirs à 360 degrés sans viser avec un Barrett dans Call of Duty. Mais surprise, les fusils antimatériels ne sont pas conçus pour être utilisés contre des cibles vivantes. Ils ont une portée exceptionnellement longue, même comparée à celle des fusils de sniper désignés, bien que beaucoup plus de tanks et de véhicules modernes soient suffisamment blindés pour résister aux tirs à haute vélocité de l'un d'eux. Toutefois, ils restent efficaces contre les véhicules légèrement blindés, les avions stationnaires, les lance-missiles, les radars, les munitions non explosées et les cibles similaires. Donc, ce que le Barrett XM un 09 avait l'intention de faire était de combiner les principes de longue portée, de haute vélocité et de perforation de blindage d'un fusil de sniper antimatériel avec la force explosive d'un lance-grenade. Bien que ce prototype ressemble à d'autres fusils similaires, mesurant 46 pouces de long, avec un canon de presque 18 pouces, le XM109 était chambré pour tirer des grenades intelligentes de 25 mm. Il était également équipé d'une crosse d'épaule squelettique pour réduire le poids total à 33 livres. Comme les autres fusils antimatériels Barrett, le XM109 a été conçu pour abattre des véhicules légèrement blindés, ainsi que pour engager des personnels ennemis à couvert à longue distance.
En fait, cela pourrait être une simplification excessive de ce à quoi il était destiné. Le Barrett XM109 a été conçu pour détruire tout ce qui se trouve sur le chemin d'un soldat, grâce à son chargement de grenades intelligentes comme munition principale. Le fusil avait beaucoup plus de puissance que le déjà méchant crochet droit perforant de blindage d'un fusil antimatériel. Un ordinateur balistique programmait les grenades intelligentes, adaptables à différents scénarios de combat grâce à diverses têtes militaires. Aussi dévastateur qu'il était, le XM109 était loin d'être parfait. Malgré la présence d'un frein de bouche à fente verticale pour compenser le recul violent du tir d'un projectile aussi énorme, le XM109 présentait toujours un inconvénient majeur. Il frappait fort quand on le tirait. Bien qu'il soit beaucoup plus puissant que certains des autres fusils antimatériels, la combinaison d'une petite quantité de propulseurs et de ces lourds projectiles de grenades a entraîné un recul, avec une force de plus de 60 livres, par opposition à 36 sur le fusil Barrett M82. En 2004, on savait qu'il existait jusqu'à 10 prototypes pour le Barrett. Le développement ultérieur de l'arme a été classé comme le programme congrès du fusil antimatériel en 2006. Depuis, l'objectif du projet était de réduire le recul considérable du XM109, mais au moment de cette vidéo, il y a eu peu d'informations sur l'état actuel de l'arme. Personne ne semble savoir si elle a été adoptée par une armée, même l'armée américaine, ou si le projet a tout simplement été annulé. Cependant, il est peu réconfortant de savoir qu'un fusil de sniper antimatériel tirant des grenades à longue portée pourrait bientôt se retrouver sur un champ de bataille. Ce ne sont pas seulement les armes spécialisées que l'armée américaine ne touchera pas ou n'aura pas la chance de toucher, il y a aussi beaucoup d'armes de guerre aériennes qui sont tout aussi inaccessibles, et cela n'a rien à voir avec leur altitude. Prenons l'exemple du RAH-66 Comanche, l'hélicoptère furtif. Cela aurait été l'hélicoptère d'attaque et de reconnaissance des États-Unis qui aurait fait honte à tous les autres. Né d'une idée de la guerre froide pour un hélicoptère agile et furtif, le Comanche était presque silencieux grâce à la technologie furtive incorporée dans sa conception. Ses fabricants conjoints, Boeing Helicopters et Sikorsky Aircraft, ont passé des décennies à rechercher et à développer l'hélicoptère furtif parfait. En avril 1991, le design de Boeing Sikorsky a triomphé de leurs concurrents lorsqu'ils ont été engagés pour créer un nouvel hélicoptère léger pour les États-Unis, armé. Leur plan pour le RAH-66. Comanche incorporait un certain nombre d'éléments avancés, y compris donner à ce nouvel hélicoptère des surfaces à facettes, et recouvrir l'extérieur de l'avion d'un revêtement absorbant les radars, une peinture atténuant les infrarouges, et couronner le tout avec une pale de rotor en matériaux composites qui étoufferait tout bruit que l'hélicoptère ferait pendant le vol. De plus, le Comanche était armé d'une mitrailleuse rotative de 20 mm et de baies internes qui avaient la capacité d'accueillir soit 6 missiles anti-chars, soit 12 missiles anti-aériens Stinger. Lors des opérations furtives, il emploierait des capteurs avancés pour la reconnaissance et désignerait des cibles pour une attaque de suivi par un hélicoptère AH-64 Apache. Mais l'un des gros problèmes avec un hélicoptère furtif est la faible altitude à laquelle ils doivent voler, beaucoup plus proche par rapport à un avion de chasse furtif qui peut se permettre de voler à une altitude beaucoup plus élevée, malgré toutes les caractéristiques furtives vantées par le RAH-66. Comanche le Pentagone n'était pas optimiste quant à ses chances de survie face à n'importe quelle défense aérienne à courte portée de l'ennemi, y compris les canons anti-aériens. De plus, les drones commençaient déjà à être adoptés pour le type de mission furtive pour lequel le Comanche avait été conçu. Et si ces raisons n'étaient pas suffisantes pour y mettre fin, le Comanche était aussi tout simplement beaucoup trop cher. Son développement à lui seul a englouti 40% du budget de l'aviation de l'armée américaine. Même si 2 prototypes ont été produits en 2004, finalement, le processus de développement a simplement duré beaucoup trop longtemps, ce qui signifie que l'hélicoptère était pratiquement démodé, avant même de pouvoir décoller. Le projet a été mis de côté après que Boeing et Sikorsky aient coûté près de 8 milliards de dollars aux États-Unis au cours de son développement, alors que le besoin de l'armée pour des hélicoptères furtifs est devenu une chose du passé. Néanmoins, le besoin d'hélicoptères de reconnaissance persistait. En ce moment, l'armée américaine avait l'OH-58 pendant et 58 Kiowa Warrior pour la reconnaissance et l'attaque légère. Peu après l'annulation du Comanche, un autre hélicoptère était prêt à prendre le relais. L'arme de reconnaissance hélicoptère 70 à Arapaho était destinée à remplacer le Kiowa. Comparé à son prédécesseur, il avait un moteur plus puissant, de meilleures armes et plus de capteurs. L'Arapaho pouvait être déployé rapidement n'importe où dans le monde et vous pouviez même en mettre 2 dans un C-130H Hercule. La grande manœuvrabilité de l'arme de reconnaissance hélicoptère 70.
à Arapaho aurait même permis de le faire voler près des bâtiments et de naviguer en toute sécurité à travers les villes. Mais cela ne devait pas être, car les retards dans le développement et les coûts croissants ont finalement signifié que le programme Arapaho serait annulé en 2008. Les hélicoptères furtifs ne vous impressionnent pas suffisamment? D'accord, et que diriez-vous d'un véritable faisceau laser? Oui, croyez-le ou non, l'armée de l'air américaine avait son propre laser aéroporté, désigné sous le nom de Yal-1A. C'était un système d'armes laser à haute énergie qui était conçu pour être le destructeur ultime de missiles balistiques. Monté sur un avion cargo Boeing 747-400F modifié, cet avion survolerait le territoire ennemi, détectant tout lancement de missiles balistiques ennemis au sol. Si un missile était lancé et entrait ensuite dans sa phase de poussée, l'avion tirerait 3 lasers depuis l'assemblage de la tourelle Yal-1A. Les 2 premiers étaient destinés à suivre la cible avant que le 3e faisceau à haute énergie ne traverse le missile et ne le fasse exploser en plein vol. Cependant, lors des tests, le laser aéroporté n'avait qu'une portée très limitée, et il devait passer beaucoup de temps à voler sans but autour du territoire ennemi afin de détecter réellement les lancements de missiles. Le programme de faisceau laser pourrait toutefois être relancé un jour, bien que cette fois avec un laser amélioré plus récent, attaché à un drone furtif à haute altitude. Maintenant, découvrez les armes les plus folles que l'armée américaine utilise réellement aujourd'hui, ou regardez cette vidéo